Mesdames et messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Et ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de direct. Comme chaque jour, nous avons le plaisir de vous tenir compagnie jusqu'à 20h, heure locale. Ce soir, notre émission sera consacrée à la performance économique de l'Égypte durant l'année 2020. Année fiscale 2020-2021, la performance économique de l'Égypte, une performance qui a été louée par le Fonds monétaire international. L'Égypte ayant enregistré un haut taux de croissance, même durant la pandémie et la propagation du coronavirus. Pour parler de l'économie de l'Égypte, nous sommes en transition vers l'économie verte, une économie inclusive. Une économie inclusive qui est toujours en transition et qui requiert bien sûr plusieurs autres accomplissements en parallèle dans les différents secteurs. Qu'est-ce qu'une économie verte et une économie inclusive? C'est une économie qui ne compte pas sur le PIB, le produit intérieur brut de chaque pays, mais plutôt une économie qui offre un cadre de vie normal à chaque citoyen égyptien, une économie qui prend en considération le travail et le taux de croissance des petites et moyennes entreprises et d'autres dossiers concernés et relatifs à l'économie verte tels que l'installation de nouvelles infrastructures, les méga-projets, l'urbanisation et plusieurs autres domaines. Pour parler de tout ça, nous avons le plaisir d'avoir en ligne avec nous plusieurs économistes et experts en économie qui vont nous expliquer en détail la transition de l'Égypte vers l'économie verte, les efforts déployés, les axes routiers, le nouveau réseau national, le plan de développement en Égypte, plan de développement urbain et autres plans de développement. Ce plan de développement que l'Égypte a entrepris depuis 2014 et qui est intervenu pour l'Égypte en parallèle avec le plan de développement de 2030 ou l'agenda de développement durable. Quand on parle d'une économie verte, une économie inclusive, on parle d'une économie de développement durable qui est mise en place en Égypte par le gouvernement et bien sûr sous la direction du président Abdel Fattah al-Sisi. On commence cette édition de direct, chers téléspectateurs, par quelques petites nouvelles, 2 ou 3 nouvelles qui sont à la une de ces nouvelles. Il s'agit de cette réunion du chef de l'État Abdel Fattah al-Sisi avec le ministre des Finances et bien sûr en présence du Premier ministre Dr Moustapha Madbouli. Et une réunion qui a eu lieu donc aujourd'hui. Selon le porte-parole de la présidence, la réunion elle a porté sur les efforts déployés par l'État en vue de soutenir les activités des petites et moyennes entreprises, et ce dans le cadre de la nouvelle loi concernant ces projets et à la lumière des indices économiques et de la performance de l'économie égyptienne. Une deuxième nouvelle qui concerne bien sûr les préparations au Nouvel An. Cette année, pas de festivités au Nouvel An, bien sûr, à cause de la pandémie du coronavirus ou de la Covid-19. À cet égard, le ministre de l'Intérieur, le général Mahmoud Taoufi, a déclaré qu'un état d'alerte maximum sera mis en place durant la prochaine période, ajoutant que les forces de l'ordre feraient face à tout acte violant la loi. Mahmoud Taoufi a fait cette déclaration lors d'une réunion tenue par visioconférence au siège du ministère de l'Intérieur avec plusieurs de ses adjoints et de hauts responsables de la police en vue d'examiner les différents axes du plan qui sera adopté pour sécuriser les festivités marquant le jour de l'an et le Noël copte, ainsi que la tenue en Égypte du championnat du monde de handball. Le ministre de l'Intérieur a remercié les hommes de la police pour les efforts sincères qu'il avait déployés durant la dernière période. Il a donné ses directives pour observer le plus haut niveau d'alerte et de vigilance et de redoubler les efforts en vue de sécuriser les installations publiques, religieuses et touristiques. Une des premières réunions du Conseil du Sénat, le président du Sénat, le conseiller Abdelwaheb Abdelrazaq, qui a reçu aujourd'hui l'ambassadeur géorgien au Caire, M. Alexandre Nalbandov. Le président du Sénat a déclaré que la visite de l'ambassadeur géorgien soulignait la profondeur des relations liant le Caire et Tbilissi, aspirant à les renforcer davantage dans les différents domaines, surtout parlementaires, durant la prochaine phase. L'ambassadeur géorgien a pour sa part exprimé l'espoir de fonder une société d'amitié parlementaire entre égypto-géorgienne en vue de renforcer la coopération parlementaire entre les deux pays.
Et de suite, chers téléspectateurs, on passe à plus de détails concernant notre émission d'aujourd'hui qui parle de la performance économique de l'Égypte. Comme je l'ai cité, on parle d'une performance économique positive. On parle donc de méga-projets. On parle des nouvelles installations, des axes routiers de ce plan du réseau national égyptien et d'autres méga-projets. Donc, c'est au cours de l'année 2020 donc, que l'Égypte a achevé environ 14 762 projets nationaux gigantesques. En plus de 4 164 projets en cours d'exécution dans toute la République. Ces méga-projets égyptiens ont décroché un nombre de prix de l'institution Middle East Economic Digest, MEED, comme les meilleurs ayant été exécutés au Moyen-Orient, voyant que la mise en œuvre en coopération avec le consortium de Concorde Petrojet, le tunnel du canal de Suez à Ismaïlia a également été choisi le projet de l'année. Je vous laisse avec un compte rendu détaillé de notre collègue Marouane Arafa et un récit de Shahinez Ismaïl. L'Égypte a achevé environ 14 762 projets nationaux gigantesques, en plus de 4 164 projets en cours d'exécution dans toute la République. Ces méga-projets, supervisés par l'autorité du génie des forces armées, ont décroché un nombre de prix de l'institution Middle East Economic Digest, MID, comme les meilleurs ayant été exécutés au Moyen-Orient. Mise en œuvre en coopération avec le consortium Concorde Petrojet, le tunnel du canal de Suez à Ismaïlia a été choisi projet de l'année. Quant au pont Rod El Farag et le gisement Zohr, ils ont été classés parmi les 7 meilleurs projets réalisés au Moyen-Orient avec la collaboration du cabinet de conseil en ingénierie Moharram Bakhoum et le groupe Arab Contractors. MID a salué le professionnalisme avec lequel ont été accomplis ces projets, ainsi que le soutien apporté par l'autorité du génie des forces armées pour leur réalisation dans des durées de temps records, selon des critères de qualité mondiaux. Auparavant, le président Abdel Fattah el-Sisi a inspecté les travaux d'aménagement des axes à l'est du Caire, dans le quartier Nasr City, ainsi que le développement de Aizbet el-Haggana, qui s'étend sur quartier Est et Nasr City à la route le canal de Suez, ainsi que le quartier d'Héliopolis. Également, Al-Sisi s'est réuni avec le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli pour passer en revue le projet national de développement de 1000 villages dans l'ensemble du pays. Le Premier ministre informait le chef de l'État du nom des rassemblements ruraux et des villages choisis dans le cadre de ce projet. Le président a instruit de commencer la première phase du projet en janvier 2021. A-t-on appris de la page Facebook du porte-parole de la présidence, l'ambassadeur Bassam Radi. Le président Al-Sisi s'est en outre réuni avec le chef du gouvernement, Dr Mostafa Madbouli, et le ministre du Logement et des agglomérations urbaines, Assem El-Ghazzar, sur l'état d'avancement des projets du ministère du Logement, notamment les nouvelles villes, ainsi que le développement des villages de la campagne égyptienne. Ces projets englobent 1500 villages à la première phase, avec un coût s'élevant à 500 milliards de livres égyptiennes. Et pour parler en détail, chers téléspectateurs, de la performance de l'économie égyptienne durant l'année 2020, nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne Dr Amr Saleh, professeur d'économie. Dr Amr, bonsoir. Allô? Dr Amr, bonsoir, vous m'entendez bien? Pas très bien. Si vous pouvez hausser la voix, ça serait sympa. D'accord. Dr Amr, vous m'entendez mieux? Oui, là ça va mieux. Dr Amr, j'ai fait une petite intro au début de l'émission pour parler de cette transition de l'économie de l'Égypte, une économie vers l'économie verte, une économie inclusive et bien sûr qui requiert plusieurs et différents rôles en parallèle de la part des ministères concernés et dans les secteurs et différents autres secteurs étatiques de l'État. On parle d'une économie verte inclusive dans le domaine des infrastructures, on parle également dans le domaine des nouvelles villes, on parle des logements sociaux, on parle du réseau routier. Commençons donc par les indices
de la performance économique de l'Égypte avant de parler en détail de cette transition vers l'économie verte? Bon, bonsoir tout d'abord. Parlons tout d'abord de l'économie égyptienne en 2011. Vous savez qu'en 2011, il y a eu cette dite révolution et ce qu'on avait appelé le printemps arabe. Bref, en 2011-2012, d'abord en 2010, si vous voulez, pour remonter un peu dans le temps, on avait une croissance, un taux de croissance, on avait réalisé un taux de croissance économique record de 7,2%. En 2012, on chute et les chiffres sont importants, on chute à 1,8%. C'est une chute libre pour un pays qui compte actuellement plus de 100 millions d'habitants, où vous avez 1 million de nouveaux entrants sur le marché de travail. Vous avez besoin de créer non seulement 1 million d'emplois, mais vous avez besoin de créer 1 million et plus d'emplois. Et donc, lorsque vous chutez, vous atteignez un taux au-dessous de 2%. Dans un tel cas, c'est catastrophique. Oui. Et donc en 2012, c'était notre taux de croissance. En 2019-2020, juste avant le Covid-19, on était arrivé à 6,5%, 6,2%. Pour monter de 1,8% à 6%, je crois que les chiffres parlent les mêmes, c'est déjà un taux record. Et la Banque mondiale et les FMI à l'époque, si mes souvenirs sont bons, vous n'allez peut-être pas me contrarier, mais la Banque mondiale et le FMI étaient très pessimistes vis-à-vis de la performance de l'économie égyptienne, très pessimistes, vis-à-vis de l'Égypte en général. Et vous vous souvenez qu'en 2012, si encore mes souvenirs sont bons, on avait essayé d'octroyer un prêt de la Banque mondiale d'à peu près 2-3 milliards de dollars, 2 milliards de dollars, il me semble. Et à l'époque, on avait échoué après 1 an et demi de négociations avec la Banque mondiale. Oui. Et donc, pour monter, et avec aussi des réserves de devises étrangères à l'époque, qui avaient atteint, c'est des taux catastrophiques, mais on parle de chiffres, mais jamais vus en Égypte, avec des réserves de devises étrangères de 11 milliards de dollars. On était arrivé à 11 milliards de dollars de devises étrangères, réserves de devises étrangères, ce qui est un taux catastrophique. En 2019-2020, très récemment, on avait atteint un plafond de 47 milliards de dollars. Donc les chiffres sont importants, de 11 à 47 milliards. Oui. Oui, de 11 milliards à 47 milliards, de 1,8 à 6,5%. Et pour devenir, à la fin de l'année 2020, l'un des pays, mais le seul pays au Proche-Orient, dans la région MENA, a réalisé un taux de croissance positif malgré cette crise et cette épidémie catastrophique internationale dont nous voyons les traces partout. Oui. Et pour arriver à être aussi l'un des premiers pays qui vont attirer les investisseurs étrangers, foreign direct investments, sur le plan international. Et donc, avec ces chiffres, nous pouvons évaluer la performance de ce pays, de cette économie qui était en pleine crise, et pour devenir, comme la Banque mondiale, comme Christine Lagarde l'avait dit, un exemple, un modèle de développement et de croissance économique impressionnant. Docteur Amrou, pour expliquer également et faire taire les rumeurs que l'Égypte soit le pays qui ait affiché un haut taux de croissance depuis le début de la pandémie, de la propagation du coronavirus dans le monde et la chute du taux de croissance de commerce international, et que l'Égypte soit le seul pays au Moyen-Orient, en Afrique du Nord, à enregistrer une hausse ou une stabilité même dans le taux de croissance. Comment expliquer plus simplement à nos chers téléspectateurs?
Bon, si vous voulez, juste pour revenir à cette petite remarque, on ne pourrait pas leur faire taire parce que ces rumeurs et ces institutions et ces instances étrangères, nous savons très bien où sont les sources, d'où viennent les sources, d'où vient l'argent et quel est l'agenda sur lequel ces institutions et ces instances étrangères fonctionnent. Et donc, il n'y a pas à les faire taire car... international qui a... Oui, ben oui, les chiffres parlent. Et donc, faire parler les chiffres, c'est plus haut que toutes les voix du monde. Quand on arrive à ces taux de croissance, et on l'avait déjà dit, je crois qu'on s'était rencontrés il y a moins d'un mois et on avait dit, et on avait parlé de cette question, on avait dit que c'était pas les chiffres du gouvernement égyptien, et ce non plus les chiffres de la télévision égyptienne ou des instances et d'institutions gouvernementales égyptiennes, mais c'est des chiffres internationaux. Quand vous avez Moody's ou Standard & Poor's ou Fitch, les quatre grandes institutions d'échéance monétaire internationale qui donnent une estimation positive vis-à-vis de l'économie égyptienne, alors que plusieurs révisions avaient été faites pour des pays, je dirais, un peu plus forts du point de vue économique et financier, comme le Qatar, par exemple. Vous avez ces institutions qui donnent un record B, B+, positif et stable, c'est déjà quand même un succès. Oui. Et quand vous avez des institutions internationales qui parlent de réussite économique, c'est déjà un succès. Alors, pour revenir à votre question, comment il faut ouvrir le bouquin d'économie et d'économie politique? Je parlerai politique d'abord, avant de parler d'économie. Comment vous avez eu un peuple et une population et une nation qui avaient refusé de baisser le bras? Vous avez eu une volonté politique, ce qu'on appelle political will. Vous avez eu une volonté politique d'un président courageux qui a réussi à regrouper cette population et ce peuple et souffler le chaud et le froid pour que l'économie et pour que l'Égypte se reconstruise encore une fois après cette dite révolution. Troisièmement, vous avez aussi, et ça c'est pas négligeable, mais vous avez aussi eu des pays frères, des pays amis qui ont soutenu l'Égypte. Je parle de l'Arabie Saoudite, je parle du Koweït, je parle des Émirats Arabes Unis, mais je parle aussi d'institutions financières internationales qui avec l'instauration d'un régime démocratique élu démocratiquement en 2013, avait accepté à nouveau de reconstruire les liens tendus avec l'Égypte. Donc, de point de vue politique, vous avez eu toutes les bases nécessaires pour que la machine repart à nouveau. Alors, de point de vue économique, il y a beaucoup de choses à dire. De point de vue économique, vous avez de la politique financière et puis vous avez la politique économique. Vous avez eu une politique financière très stricte, très courageuse. Oui, monétaire et financière très stricte. Vous avez eu d'abord une politique financière très stable, une politique monétaire très courageuse, très rigoureuse, stable. Vous avez eu des réformes bancaires, des réformes financières, des réformes d'impôts. Un travail énorme a été fait dans le domaine de l'automatisation de l'appareil public. Et puis, surtout, et ça c'est plus important, c'est très important parce que beaucoup d'instances et de médias, surtout, si vous voulez, un peu voilés, je dirais, parlent de ce dossier, c'est l'infrastructure, c'est le dossier des infrastructures en Égypte. Je parle de la nouvelle capitale, je parle de la Haute-Égypte, je parle de le Galel. Et d'autres méga projets en Égypte, oui. Voilà, Docteur Amr Saleh, vous êtes professeur d'économie. Merci beaucoup de votre intervention ce soir. Donc, on a repris un peu comment s'est performée l'économie égyptienne depuis des chiffres assez bas jusqu'à des chiffres assez hauts
toujours à la lumière des turbulences ou des retombées économiques négatives à cause de la propagation du coronavirus, mais l'Égypte est là avec un taux de croissance assez élevé, toujours au milieu de toutes ces turbulences économiques sur le plan surtout mondial. On passe donc, chers téléspectateurs, à un deuxième compte rendu. Toujours, on parle des plans de développement national en Égypte, on parle de l'infrastructure, on parle également des autres accomplissements dans d'autres domaines. C'est donc le président Abdel Fattah al-Sisi qui a réussi effectivement à changer le statut de l'Égypte via de nombreux méga-projets de développement inédits dans tous les domaines, en accordant une priorité majeure à la santé, à l'enseignement, à la numérisation des services pour améliorer la condition de vie des citoyens. L'État donc avance avec force sur la voie de la numérisation et de la modernisation du fisc et des douanes qui sont censés booster les investissements, la productivité, les exportations, le commerce intérieur et extérieur et aidera donc à réduire le coût des marchandises et des services sur le marché, ajoutant que la mise en réseau numérique du fisc et des douanes serait achevée d'ici à fin juin 2022. Un regard sur ces dernières critères concernant les méga-projets en Égypte et sous les directives du président Abdel Fattah al-Sisi, avec ce compte rendu de Marwan Arafa et le récit de Shahinez Ismail. Le président Abdel Fattah el-Sisi a réussi à changer le statut de l'Égypte via de nombreux méga-projets de développement inédits dans tous les domaines, en accordant une priorité majeure à la santé, à l'enseignement et à la numérisation des services pour améliorer les conditions de vie des citoyens. L'État tient à réaliser un développement global et durable dans divers gouvernorats, notamment au Sinaï, pour consolider les facteurs nécessaires à une vie décente et améliorer la qualité des services dispensés aux citoyens. Le gouvernement a fait de la pénurie du gaz et de l'électricité une perspective d'investissement, ce qui a contribué à mettre fin aux coupures intempestives de courant et au manque de butane et à assurer un excédent pour l'exportation. L'État avance avec force sur la voie de la numérisation et de la modernisation du fisc et des douanes, ce qui est censé booster les investissements, la productivité, les exportations et le commerce intérieur et extérieur et aidera à réduire le coût des marchandises et des services sur le marché. Ajoutons que la mise en réseau numérique du fisc et des douanes serait achevée fin juin 2022. L'Égypte est le premier pays au Proche-Orient à appliquer la facture électronique, qui repose sur un système central électronique de réception, de révision et d'approbation des factures de vente et d'achat dans les transactions commerciales. Par ailleurs, la mise en œuvre électronique du budget de l'État a permis de contrôler la performance financière, améliorer les dépenses publiques, maintenir le déficit ciblé et garantir que les dotations financières décidées par le pouvoir législatif ne sont pas dépassées. Voilà, donc, chers téléspectateurs, comme je l'ai cité au début de l'émission, non seulement on parle des performances des indices économiques enregistrés par l'Égypte, mais également on parle des plans de développement durable. Quand on parle d'une économie verte, une économie inclusive, c'est une économie certainement qui est une voie équilibrée vers le développement durable. Et on l'avait cité également au début de l'émission que c'est en 2014, lorsque le président Abdel Fattah al-Sisi a décidé donc que l'économie de l'Égypte soit en transition pour une économie inclusive. Graduellement, aujourd'hui, on voit cette économie de développement durable qui est surtout concentrée sur les plans de développement durable, que ce soit des plans pour des logements sociaux ou même des plans pour le programme du réseau routier national et d'autres plans de développement durable. Et on a également cité que cette transition vers une économie verte ou inclusive, une économie de développement durable, elle implique des efforts conjoints à plusieurs niveaux, comme bien sûr les modes de vie durables dans le cadre d'un plan de développement durable. Et à cet égard, donc, nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne l'ingénieur Abdel Nasser Taha, qui est expert en économie. Bonsoir, monsieur Abdel Nasser.
Bonsoir à vous. Donc, je parle d'un mode de vie durable dans le cadre toujours de l'économie égyptienne, graduellement en transition vers une économie inclusive. Mode de vie durable, bien sûr, comprend des projets de développement durable. Je vous laisse vous exprimer, monsieur l'ingénieur Abdelnasser Taha. Merci pour vous. Et on sait bien que depuis quelques mois, la nouvelle loi de l'environnement a été agréée par le Parlement. Oui. Et maintenant, c'est la phase de la création de la loi exécutive dans la prochaine ouverture du Parlement dans quelques semaines. Oui. C'est non simplement que la nouvelle loi implique le travail et la qualité de travail, de vie, de production dans le développement durable, mais il y a beaucoup d'affaires et beaucoup de chaînes de business qui seront créées comme résultat de ce loi. Des chaînes de business qui vont ouvrir beaucoup de travail pour des usines qui travaillent dans le recyclage. Oui. Et c'est du business de très grande taille. Oui. On a simplement le recyclage du plastique ou le recyclage des débris d'agriculture et ça va aider à sauver l'environnement, mais aussi ça va créer beaucoup de business, beaucoup d'affaires, beaucoup de travail pour les Égyptiens. Oui. Et en même temps, il y a beaucoup de support financier pour ce type de travail. Les banques, les organisations bancaires et financières ont créé beaucoup de fonds pour donner de support à ce type de travail. Donc, sur le marché du business, il y aura beaucoup de choses à faire après l'application de cette loi. Oui, donc, Monsieur Abdelnasser, vous voulez dire qu'aujourd'hui, l'Égypte est encore une fois sur les rails pour cette transition vers l'économie inclusive verte, cette économie, bien sûr, qui est basée sur des critères, les normes internationales concernant l'environnement, l'émission ou la réduction des émissions de carbone, par exemple, des projets de développement durable, des modes de vie durables pour les citoyens égyptiens, ce qui parle également de nouveaux logements sociaux, de nouveaux villages, de nouvelles villes vertes, comme on l'a cité au début de l'émission. Bien sûr que l'État a créé beaucoup de nouvelles villes, mais pas uniquement sur ces nouvelles villes qu'on va appliquer le développement durable. Ça sera partout, dans toutes les usines, les zones industrielles, dans les anciennes villes en même temps. Donc la loi a créé beaucoup de diversité de types de travail dans tous les domaines. Comme je vous ai dit, par exemple, il y a beaucoup de challenges, beaucoup de problèmes qui devront être résoudre dans le recyclage des débris d'agriculture, par exemple. Oui. C'est un travail de très grande taille. Oui. Donc la transformation de tout le pays vers le développement durable et le recyclage en respectant l'environnement, c'est un projet énorme. Et c'est une transformation qui se fait pour la première fois. D'accord, donc on peut donc dire, Monsieur Abdelnasser, que nous sommes toujours dans le cadre de cette économie égyptienne qui met l'accent sur l'utilisation rationnelle des ressources naturelles en Égypte, des ressources qui existent déjà, et les écosystèmes en tant que pierre angulaire, en premier temps, je veux dire. Exactement, le lien entre l'économie et l'environnement dans ce dossier est essentiel. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur l'ingénieur Abdelnasser Taha. Vous êtes expert en économie. Merci de votre intervention. Voilà, donc c'était encore une deuxième intervention, chers téléspectateurs, pour expliquer en détail plus comment cette transition, cette économie égyptienne aujourd'hui est basée en premier lieu, comme je l'ai cité toujours au début de l'émission, pas seulement sur des indices ou les performances économiques ou les indices seulement, mais on prend en considération également cette économie verte, comme je l'ai cité, ou inclusive, qui est surtout basée sur
c'est des changements rationnels ou une utilisation plutôt très rationnelle de toutes les ressources et qui existent déjà et toujours pour la préservation de l'écosystème en général de l'État égyptien. On va s'arrêter encore une fois quelques instants et, pour un troisième compte rendu, comme quand on a parlé également, chers téléspectateurs, de développement durable. Un développement durable n'inclut pas seulement, comme on l'a cité, des nouvelles villes vertes ou de nouvelles villes qui sont conformes aux normes internationales. On ne parle pas seulement de nouveaux réseaux routiers de 4400 km en Égypte. On parle également d'autres accomplissements et réalisations dans différents domaines. On parle également avec un intérêt accordé aux citoyens égyptiens, puisqu'on parle de développement durable également. On parle de développement, des plans de développement socio-économique. Quand on parle socio-économique, on parle de la société égyptienne. On parle du citoyen égyptien, comment lui offrir un mode de vie aisé et convenable. C'est dans ce contexte que notre collègue Marwa Arfa et Shahinaz Ismail vous invitent à suivre ce troisième compte rendu. Le chef de l'État Abdel Fattah el-Sisi se montre soucieux des besoins du citoyen ordinaire, notamment les catégories les moins riches et les plus nécessiteuses. En même temps, il cherche constamment à relancer l'industrie nationale et le produit local. C'est dans le cadre de cette vision que plusieurs initiatives sont nées. On peut citer comme exemple l'initiative présidentielle « Rien n'est cher pour toi ». Le président a donné ses directives afin de soutenir le produit égyptien sur le marché local et lutter contre la hausse des prix en mettant en place des stratégies aptes à permettre aux citoyens d'accéder à leurs besoins à des prix abordables. Au cours des derniers mois, ces deux éléments étaient l'axe de l'action gouvernementale. Plusieurs événements ont été tenus dans cette veine. Dernièrement, l'initiative présidentielle « Rien n'est cher pour toi » a réalisé ces deux objectifs. Soutenir le produit égyptien contribue à accroître la consommation privée et les investissements, étant le facteur le plus important de la croissance économique, conduisant à une baisse des importations. Comme le secteur privé en Égypte assure en moyenne quelques 900 000 chances d'embauche, le gouvernement tient à appuyer le secteur privé en général et les jeunes et les petites entreprises en particulier par le biais d'une kyrielle de mesures à mettre en œuvre au cours des 4 prochaines années. Ces mesures correspondent aux suivantes. Établir 13 complexes industriels dans les 4 coins de la République, remettre en fonction les usines en trébuchement, consacrer 10% des terrains disponibles aux jeunes et aux PME, augmenter le volume du financement destiné aux PME dans le cadre de l'initiative de la Banque centrale qui a consacré à cet effet 200 milliards de livres égyptiennes sur 4 ans pour aider quelques 350 000 petites et moyennes entreprises. Fournir 10 milliards de livres égyptiennes sous forme de prêts concessionnels pendant les prochains 4 ans pour assurer 150 000 de chances d'embauche par le biais du projet national pour le développement socio-humain. Assurer 20 000 chances d'embauche dans les micro-projets issus du Fonds du développement local des jeunes et des femmes chefs de famille. Et toujours notre mot-clé aujourd'hui, c'est le développement durable en Égypte. Quand on parle d'un développement durable, on parle également d'un développement socio-humain. Quand on parle socio, on parle de la société, on parle du citoyen égyptien. Comment offrir et créer un meilleur niveau de vie aux citoyens égyptiens ici en Égypte. À cet égard, nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne monsieur l'ingénieur architecte Nagui Victor. Bonsoir, monsieur l'ingénieur. Bonsoir. Monsieur l'ingénieur, on parle du côté socio-économique plutôt dans le cadre du plan de développement durable que l'Égypte a entrepris depuis 2014 en parallèle bien sûr avec l'agenda de développement de 2030. Je mets l'accent surtout sur le citoyen égyptien et je vous laisse également nous mettre en exergue quelles sont les principales réalisations dans ce domaine pour offrir ou créer un meilleur niveau de vie aux citoyens égyptiens. Oui, il faut savoir que la personne humaine, l'Égyptien était toujours au centre de tous les projets réalisés par l'État.
tous les projets visaient à améliorer le niveau de vie de l'Égyptien, que ce soit au point de vue transport. On voit dans le Caire qui était bandé par les voitures, un trafic difficile, avec les projets de métro, avec les projets du monorail, avec l'élargissement des routes. Tout ceci a aidé la personne égyptienne à mieux vivre, à mieux passer sa journée. D'un autre côté, tous les quartiers qui étaient non vivables, dangereux même, l'État a reconstruit des quartiers, je dirais modernes, je dirais humains, avec des habitations sociales dans lesquelles ces personnes ont été transférées pour avoir une meilleure vie. Oui. En parallèle, on voit par exemple le méga projet de la capitale, de la nouvelle capitale administrative. Ça, c'est encore un autre très très grand projet pour donner des poumons au Caire et laisser le Caire respirer un peu en faisant des extensions vers cette capitale administrative. Oui. Et il faut dire que toutes les nouvelles villes qui ont été créées par l'État, ce sont des villes de la 4e génération. Oui. C'est-à-dire que les services qui sont donnés dans ces villes sont par le moyen de la numérisation. Oui. Donc c'est très moderne et je répète encore une fois, même maintenant avec le Covid-19, oui. Ce problème qu'on est en train de vivre maintenant, ben, les études, les écoles, les universités se passent par la numérisation à travers l'Internet, oui. À partir de la maison. Oui, oui. Donc, vous parlez de la transition ou la transformation numérique ou digitale en Égypte en général. Absolument. Oui, qui a déjà été mise en place. D'accord. Monsieur l'ingénieur, je voudrais m'arrêter surtout sur le programme du réseau routier qui aujourd'hui, en 2020 seulement, 4400 km d'axes routiers se sont ajoutés déjà au projet national routier en Égypte. Et on a également, selon plusieurs agences d'indices, on a témoigné d'un statut ou d'un saut quantitatif et qualitatif également de la part de l'Égypte qui aujourd'hui occupe un rang, un très bon rang. Je pense qu'on a 17 places. On a bondi de 17 places pour être 28e rang en qualité de meilleur indice de qualité des routes. On parle de méga projets dans les infrastructures de ces routes. On parle d'un doublement de voies pour les principales routes qui relient le sud et le nord également. Comment vous avez perçu surtout cet accomplissement ou ces réalisations en Égypte? Ben, c'est-à-dire que pour qu'une économie soit florissante, il faut des routes. Les routes relient les villes, relient les usines, les marchés. Donc il faut absolument... Qu'est-ce qui fait de l'Allemagne un pays très fort sur le plan économique? Ils ont un réseau routier incomparable dans toute l'Europe. Donc les routes nous aident énormément pour faire les échanges et transporter les marchandises. Il faut encore savoir une chose, ce que le gouvernement a prévu, la zone économique qui se trouve autour du canal de Suez. Le canal de Suez était juste un passage, mais désormais, ce ne sera plus un simple passage. Il y aura plein d'industries, de production qui seront faites sur le terrain autour du canal de Suez. Ainsi, ça facilitera le transport et l'exportation de ces marchandises. En même temps, quand on voit, par exemple, à Assouan, le grand projet de Bemben pour produire l'énergie solaire. Oui. C'est une énergie qui va aider énormément l'évolution économique. Oui. Tout cela est visé pour améliorer la vie de la personne égyptienne. Tout.
tout ce qui est fait, c'est dans ce sens-là. Au Sinaï, tous ces terrains qui sont fertilisés, défraîchis. Oui. Les tunnels en dessous du canal de Suez, c'est encore un genre de route pour relier le canal de Suez, le Sinaï à l'Égypte. Oui. Et ça facilite le passage des marchandises directement. Au lieu de faire un grand tour de quelques heures maintenant, il suffit d'un quart d'heure pour traverser et se trouver au Sinaï. Oui. Donc, toutes les routes convergent et participent à l'amélioration de l'économie et à améliorer le niveau de vie de l'Égyptien. Oui, c'est le but de tout ce qui est fait actuellement. Oui, finalement, monsieur l'ingénieur, une dernière question brièvement. Comment vous avez évalué donc la performance de l'économie en Égypte à la lumière de la propagation de la pandémie du coronavirus à travers le monde, également le déclin économique des différentes instances économiques mondiales ou des différents pays, des pays de développement en déclin plutôt à cause dont l'économie est en déclin à cause de la propagation du coronavirus. Comment vous avez perçu donc la performance de l'économie de l'Égypte? Oui, eh bien, il faut dire, et il faut hausser le chapeau au gouvernement, parce que c'est un gouvernement qui a réussi à maintenir l'équilibre entre le confinement pour lutter contre le Covid-19 et en même temps ne pas arrêter l'économie et la vie du peuple. Donc, il y a eu des restrictions assez sévères mais logiques que le peuple a subies, qu'il a subies tout en les acceptant. Oui. Et heureusement, nous sommes l'un des rares pays au Moyen-Orient qui ont réussi à maintenir leur économie et avoir un taux de croissance, alors que tous les autres pays, même en Europe et les grands pays, n'ont pas réussi à faire ce que l'Égypte a réussi à faire. Donc actuellement, et ça tout le monde, même la Banque internationale, désigne du doigt notre pays en disant que ça c'est un pays qui a su se défendre contre cette pandémie et préserver son peuple contre une faillite, je dirais, comme beaucoup d'autres pays. Oui, d'accord. Voilà, donc chapeau à notre gouvernement. D'accord. Merci infiniment, monsieur l'ingénieur architecte Guy Victor. Vous êtes expert en économie. Merci. Donc, vous avez salué l'équilibre qui a été mis en place ou entrepris par le gouvernement pour préserver l'économie, sa performance de l'économie égyptienne également, en parallèle à la santé du citoyen égyptien. C'est donc la fin de cette édition de Direct. Chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. On vous donne rendez-vous demain avec une nouvelle équipe. Très bonne fin de soirée à tous et au revoir.